Phénomènes étranges et inexpliqués, histoires insolites, énigmes non résolues, mythes et complots. C'est ma maison. Foutez le camp. Non, ce n'est pas votre maison. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Bill Wilkins. Et j'ai 72 ans. Que pensez-vous de cette voix? Il semble confus. Il est sénile? La voix sur cet enregistrement provient d'une fillette de 11 ans. Oh. Bon, OK. Chair de poule. Christian, je sais qu'il y a des gens qui adorent les... Moi, je suis soupe au lait. Là. Oui. J'ai peur, moi, de ces histoires-là. Je me rappelle petite, là, tu sais, quand le film Carrie est sorti, là, j'étais incapable de regarder ça. Mes amis voyaient tous le film au cinéma. Moi, Alors, j'entends ça, là. Je sais que jamais de ma vie, je vais pouvoir voir le film. C'est bien que tu évoques Carrie parce que dans le film Carrie, il faut bien comprendre ici, on va parler de poltergeist. Et dans le cas de poltergeist, c'est un mot allemand qui veut dire esprit frappeur. Mais sur le plan de la parapsychologie, donc les gens qui s'intéressent à ces phénomènes-là, on est très partagé sur qu'est-ce qui provoque ces manifestations. Oui. Dans les phénomènes de fantômes, je dirais qu'il y en a deux en particulier. Il y a le phénomène de la hantise, le fantôme qui habite le vieux manoir. Et il y a le phénomène de poltergeist. Ce sont des manifestations qui apparaissent spontanément, coups frappés dans les murs, des portes qui s'ouvrent, se ferment, des bruits de pas dans des escaliers. Et dans le cas des poltergeists, il n'y a jamais d'apparition. Et il y a toujours des adolescents ou des adolescentes qui tournent autour de ces manifestations. Et les parapsychologues se demandent, est-ce que c'est réellement une manifestation de l'au-delà ou est-ce que ce sont ces jeunes qui réussissent à produire de manière psychique, non par des espèces d'énergie psychique, produiraient de la télékinésie involontaire, provoqueraient ces manifestations un peu comme Carrie. Dans Carrie, lorsque les couteaux sont lancés vers sa mère, ce ne sont pas des esprits qui font ça, c'est Carrie qui involontairement provoque ces étranges manifestations autour d'elle. Et c'est justement ce débat avec l'école parapsychologique versus celle de ceux qui croient aux fantômes. Et là, l'extrait qu'on a entendu... C'est l'adaptation, en 2016, du poltergeist de Enfield. Cette histoire-là, c'est l'une des plus importantes histoires de poltergeist du 20e siècle, peut-être la plus connue aussi à travers le monde. Donc, je te ramène un peu dans ces événements. On est en août 1977, on est dans un quartier au nord de Londres, le quartier de Enfield. C'est un quartier très ouvrier, très pauvre. Et là, on a des maisons en rangée. Et l'une de ces maisons, le 284 Green Street, c'est la maison où habite la famille Oxon. Donc, on a Peggy, qui est la mère, et elle a 4 enfants qui sont âgés entre 13 et 7 ans. Donc, Margaret, Jeannette, Johnny et Billy. Donc, on a 4 enfants dans la maison. Et voilà que le 30 août 1977, Madame Oxon est couchée et elle entend des bruits dans la chambre de ses filles. Elle se lève, va voir les filles. Les filles partagent une même chambre. Là, et elle dit aux filles, arrêtez votre bruit, votre boucan. Et les petites filles disent, non, maman, c'est... Elles sont couchées, là. Elles sont couchées. Non, maman, les coups dans les murs, c'est pas nous. Et là, donc, la mère les gronde un peu, retourne au lit. Le lendemain, 31 août, même manifestation. Madame Oxon se lève, va avertir les fillettes. Encore une fois, elles se plaignent que ce ne sont pas elles qui sont à l'origine des manifestations. Madame Oxon met une chaise dans la pièce et elle s'assoit en disant, je vais attendre pour voir si le coup va se reproduire. Et elle voit de ses yeux une malle dans laquelle on place des jouets se déplacer sur le plancher de la chambre. Alors, paniquée, elle dit à ses filles et ses 2 garçons, sortez de la on chambre. sort de la maison. Alors, au moment où elle descend l'escalier, des coups semblent accompagner leur descente dans l'escalier, des coups dans les murs. Elles vont chez le voisin, les informent de la situation. Elles sont persuadées qu'il y a un agresseur, un voleur, qui est entré dans la maison. On appelle la police. C'est la brigade de Enfield qui se rend sur place. Et l'un des policiers, c'est un homme et une femme, la policière, alors qu'elle fait le tour de la maison pour voir s'il y a un envahisseur, elle voit un des fauteuils du salon se déplacer de lui-même, dûment rapporté dans son rapport de police. J'ai vu le fauteuil se déplacer. Alors, dans les jours qui suivent, ces manifestations perdurent. Madame Oxon rappelle à la brigade de Enfield. On lui dit que ça ne relève pas du travail de la police. Elle en parle à des voisins et l'un d'entre eux connaît un journaliste qui travaille au Daily Mirror. Le Daily Mirror, c'est un tabloïd populaire de Londres. Donc, on envoie un journaliste et un photographe qui sont à leur tour témoins de ces manifestations. Le poltergeist d'Enfield devient soudainement une histoire nationale.
tous les journaux reprennent cette histoire-là. Et voilà qu'on Parce qu'il y avait plusieurs témoins crédibles, et quand notamment même. des policiers qui avaient dûment rapporté dans un rapport de police. Donc, on va décider finalement de faire appel à la Society for Psychical Research. Là, je tiens tout de suite à te dire que la SPR, Society for Psychical Research, ce n'est pas des chasseurs de fantômes en bottes de caoutchouc puis des K2 là, qui parcourent des maisons. Ce sont des scientifiques. Ce sont des scientifiques, ce sont des gens qui ont de solides formations académiques, qui sont très intéressés par ces phénomènes. Ils envoient 2 enquêteurs, en fait, un premier enquêteur qui sera bientôt accompagné d'un deuxième, donc Maurice Gross et un type qui s'appelle Guy Lyon Playfair. Guy Lyon Playfair a beaucoup enquêté sur des phénomènes de poltergeist alors qu'il séjournait au Brésil. C'est un spécialiste de ces phénomènes-là. Donc, durant l'automne 1977, ces manifestations-là perdurent. Coups dans les murs, bruit dans les escaliers. Les gens sont attaqués par des petits objets, des blocs, par exemple, qui des volent blocs dans Lego, la maison. qui volent dans la maison, sont lancés contre les participants. Et puis, à la fin de 1977, ces manifestations diminuent. On croit que le phénomène s'est arrêté. Et puis voilà qu'en janvier, février de l'année suivante, les phénomènes reprennent à nouveau. On envoie 2 nouveaux enquêteurs. Et là, tu vas voir que le poltergeist d'Enfield va prendre du plomb dans l'aile. Parce que rapidement, ces 2 nouveaux enquêteurs, dont un certain John Beloff, qui a une formation de prestigitateur et d'illusionniste, va surprendre les fillettes à falsifier des manifestations. Alors, surprise, Janet, la plus jeune, parce que durant toutes ces manifestations aussi, les fillettes canalisaient des esprits, dont notamment, on l'a entendu dans l'extrait audio, elles canalisaient un certain Bill Wilkins qui disait « Je suis Bill Wilkins ouais. ». Donc, c'était un homme qui avait habité autrefois dans cette maison, qui était décédé. Mais comme c'était connu dans le quartier, cette histoire, les fillettes ne faisaient que, somme toute, reprendre une information qui était déjà véhiculée. Alors, lorsqu'elles sont prises à falsifier des manifestations en 1978... Mais comment elles pouvaient faire ça? Elle se cachait puis elle lançait des choses. Elle lançait des choses, cachait des blocs. Il y a également une photographie célèbre dans le cas du poltergeist d'Enfield où on avait mis une caméra qui prenait des photographies toutes les 15 secondes. Or, sur une des photographies, on voit Janet, une préadolescente de 11 ans, qui fait un vol plané dans la chambre. Elle est littéralement en l'air. Alors, les gens qui croient à la réalité de ces manifestations disent, ben voilà, c'est le poltergeist qui l'a lancé. Mais les sceptiques diront, oui, ou elle a utilisé son lit comme une trampoline pour sauter et se lancer elle-même dans la pièce. Donc, tu vois, il y a toute cette controverse-là. Et comme les fillettes sont prises à falsifier les manifestations, mises devant le fait, elles reconnaissent que ce sont elles qui ont créé les manifestations, mais seulement les manifestations du printemps 78. Lors de la reprise des manifestations, elles disent, oui, d'accord, c'est nous qui avons fait ces manifestations, mais elles jurent que les manifestations de l'automne 1977 étaient authentiques. Mais tu comprends que, placé dans une situation comme celle-là, le poltergeist d'Enfield vient soudainement d'être éclaboussé. Et depuis, ça fait 42 ans de ces événements, on n'a pas trouvé d'explication. En fait, ceux qui croient à la réalité du poltergeist d'Enfield continuent de croire en un réel phénomène de poltergeist. Les sceptiques rappellent que en février 1978, lorsque les manifestations ont repris, les fillettes ont été prises à falsifier. Donc, pourquoi ne pas avoir falsifié les manifestations d'avant? Ouais. Donc, je comprends qu'après 1978, plus jamais il y a eu de manifestation. Non, il y a eu quelques manifestations, mais rien de comparable à ce qui s'était produit en 1977. Et qui plus est, comme les fillettes avaient été prises à falsifier, l'intérêt a beaucoup diminué. Néanmoins, cette affaire-là continue de tenir le haut du pavé dans la recherche en parapsychologie. Certains jurent que les manifestations de l'époque étaient originales, celles de l'automne 1977. Les enquêteurs, d'ailleurs, qui étaient là, Maurice Gross et Guy Lyon Playfair, jurent que c'était tout à fait authentique. Donc, il reste une grande controverse. Mais je tiens quand même à préciser une chose. Cette histoire-là, comme je l'ai mentionné autour de table, elle a été reprise à deux moments. On l'a adaptée. Donc, au cinéma. On l'a adaptée en 2015 pour un téléfilm 2 fois 2 heures à la télévision, qui était The Enfield Haunting, donc la hantise de Enfield, où on est assez proche des faits. Dans cette série, on montre bien les faits, on voit les fillettes qui falsifient les événements, donc tout ça c'est assez bien. Et puis on a fait le film La Conjuration 2, de Conjuring 2, qui est en 2016. Et dans The Conjuring, ce qui est quand même assez amusant, et là on voit comment on manipule beaucoup les faits.
Ces films Conjuring 1, 2 et 3 nous présentent un couple d'Américains, le couple Ed et Lorraine Warren, des démonologues, qui sont présentés dans ces films comme des espèces de super-héros des manifestations paranormales. Les Batman et Robin, quand ils sortent... Les Ghostbusters, quand ils sortent de leur Batcave, la Warren Cave, c'est toujours pour combattre les pires ennemis, le malin, le diable. Et dans ce film, La Conjuration 2, on nous les présente, on en fait des héros, hein. C'est un couple qui a réellement existé, là, les Warren. Madame Warren est décédée tout récemment. Ed Warren est décédé il y a plusieurs années. Donc, ils sont présentés comme des super-héros. Et là, dans ce film, La Conjuration 2, on les voit arriver, ils enquêtent sur ces manifestations. Il faut quand même savoir que dans le cas du poltergeist d'Enfield, les Warren, parce qu'on nous dit tout le temps quand on présente ce film d'après une histoire vraie, d'après les dossiers des Warren. Dans le cas du poltergeist d'Enfield, les Warren ont passé 45 minutes à Enfield. Donc, l'investigation, tu comprends, l'enquête intensive des Warren à Enfield, c'est 45 minutes. Écoute, l'un des enquêteurs qui était là, Guy Lyon Playfair, dit, ils sont arrivés, ils ont cogné à la porte, ils nous ont demandé si on voulait faire de l'argent avec cette affaire-là. On a dit non, ils ont tourné les talons, merci, bonsoir. Voilà l'enquête des Warren. C'était bien le fun. Merci beaucoup, Christian, pour ces collaborations durant tout l'été. Ça m'a fait plaisir. Je sais que pour toi, ça se termine aujourd'hui, mais tu vas être en ondes quand même les vendredis après-midi avec Bernard Drinville. Au réseau Cogeco. Merci beaucoup, Christian. Ça me fait plaisir.